Est-ce que tu peux nous parler des différentes interactions? Au niveau des interactions, j'avais déjà cité quelques-unes. Oui. Donc, le zinc, par exemple, la compétitivité au niveau de l'absorption. Quand on dit l'absorption, c'est pas uniquement ici l'absorption intestinale, mais l'absorption au niveau des cellules tout court, c'est-à-dire absorption intestinale et ensuite, après absorption intestinale, pour que le cuivre pénètre dans les cellules. Donc, on a des transporteurs comme par exemple le CTR1 Mhm. et d'autres transporteurs qui sont spécifiques pour le cuivre, mais on a d'autres qui sont communs avec le zinc. Et donc, c'est ce qui produit cette on va dire, compétition. Il y a le cadmium aussi qui a le même effet sur le cuivre que le zinc. Donc, Mhm. apparemment, c'est par compétition. Le cadmium, c'est pas très clair, mais ça produit le même effet, en fait. Les gens qui sont intoxiqués au cadmium ne vont pas pouvoir bien absorber le cuivre. Et ça, c'est des études non pas chez les humains, mais in vitro, où on voit que des cellules qui sont intoxiquées au cadmium, qui contiennent du cadmium, absorbent beaucoup moins de cuivre que les cellules qui n'en contiennent pas. On a aussi d'autres interactions avec cette fois uniquement l'absorption intestinale, où là, on a notamment l'excès de fibres alimentaires, qui peut produire ça, surtout les fibres des céréales, par exemple. Pas une consommation normale, ordinaire, Ouais. mais un excès de fibres, vraiment. Un excès de phytate également. Les sucres également peuvent diminuer l'absorption du cuivre. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'absorption du cuivre. Il y a aussi par rapport à la chélation, donc par rapport à la question juste avant, donc le Mhm. molybdène qui produit apparemment une chélation du cuivre spécifiquement. Donc ça aussi, c'est une autre interaction et une autre interaction aussi qu'on avait citée par rapport au fer. Donc le cuivre améliore le transport et l'absorption Mhm. du fer, pas l'absorption de la lumière intestinale vers les entérocytes, mais plutôt des entérocytes vers la circulation portale, okay, et ensuite la circulation du fer également par l'intermédiaire de la céruloplasmine, comme je l'avais déjà expliqué avant. Et donc, il faudrait avoir des taux suffisants de cuivre pour ne pas avoir des problèmes de circulation du fer et donc, par conséquent, des problèmes d'anémie. Mhm. Alors, dernière question pour moi, est-ce que tu peux nous parler des applications? Parmi les applications, alors l'application principale Mhm. et en fait qui va déterminer tout le reste, c'est la carence en cuivre. Voilà. Ouais. Quand il y a carence en cuivre, on avait parlé des symptômes, il y a la biologie aussi. Donc, quand il y a carence en cuivre, on supplémente en cuivre. Quand la carence est corrigée, on arrête la supplémentation. Donc Mhm. là, il n'y a pas plus simple et plus concret. Sinon, on évite de se supplémenter en cuivre, même si, comme je le disais avant, les justifications métaboliques du fait que, par exemple, le cuivre fait partie ou ferait partie de la superoxyde dismutase et que ça a un effet antioxydant et que le patient a du stress oxydatif, on se dit on donne du cuivre pour améliorer ou pour diminuer le stress oxydatif, malgré que la personne n'est pas du tout carencée en cuivre. Ça, il faut absolument pas faire. Mhm. Et pareil pour tout ce que j'avais expliqué, métaboliquement parlant, ne vous dites pas le cuivre intervient pour tel et tel enzyme et tel truc, et donc on le donne même s'il n'y a pas de carence. Donc là, vous ferez plus de mal que de bien. Donc tout ce qui va déterminer les applications du cuivre, ce sont toutes les problématiques qui sont dues à une carence en cuivre. Entre autres, par exemple, l'ostéoporose. Et là, encore une fois, je répète, je parle de l'ostéoporose qui est cuivre dépendante, qui est Ouais. due ou qui s'accompagne, qui est due ou qui s'accompagne d'un déficit en cuivre. L'anémie aussi, il y a notamment Mhm. l'anémie ferriprive qui pourrait s'accompagner d'un déficit en cuivre. S'il n'y a pas de déficit en cuivre, n'allez pas donner du cuivre pour ça. Il y a apparemment des données qui montrent qu'on peut avoir aussi des signes de déficit en vitamine B12 qui sont très similaires
ou qui sont, pour certains, qui sont très similaires à ceux qu'on peut obtenir dans le cas d'un déficit en cuivre. Et en même temps, c'est-à-dire, ce que je voulais dire par là, c'est qu'un déficit en B12 pourrait s'accompagner souvent d'un déficit en cuivre. Et donc, le déficit en B12 pourrait cacher en fait, le déficit en cuivre. Et dans ce cas-là, on sait que parmi les signes de déficit en B12, on a l'anémie mégaloblastique. Et donc, dans ce cas-là, si on voit que le cuivre est bas, on pourrait aussi le remonter avec une supplémentation adéquate. Pareil, on pourrait avoir aussi des problèmes de synthèse au niveau des neurotransmetteurs qui pourraient provoquer des problèmes de dépression, d'anxiété, de troubles de l'humeur, des problèmes de mémoire, etc. Et qui pourraient s'accompagner aussi de déficit en cuivre. Et à ce moment-là, il faudrait corriger le déficit en cuivre. Bien entendu, vous avez compris que ce soit pour l'ostéoporose ou l'anémie ou les problèmes d'ordre cognitif ou en rapport avec les neurotransmetteurs, le fait de corriger le cuivre ne suffit pas. Le fait de corriger le cuivre ne suffit pas. Il faudrait aussi intégrer ça dans un protocole complet pour cibler ces choses-là. Donc voilà, et du coup, tu peux peut-être répondre à cette question de Mariam qui nous dit donc les gens qui sont en carence en cuivre ne produisent pas de noradrénaline. Oui, ils sont en déficit de noradrénaline, tout simplement. Ça, c'est noradrénaline et adrénaline. Ouais. Donc, il ne faut pas non plus confondre avec les hormones noradrénaline et adrénaline, donc périphériques, produits au niveau des médulo-surrénales, où là, c'est différent. Ça ne provient pas de la dopamine. Okay, c'est une autre voie métabolique. Là, on parle au niveau du cerveau, au niveau central, c'est-à-dire adrénaline, noradrénaline, en tant que neurotransmetteur.